Bonjour à tous, bienvenue dans Carni Couple. On se retrouve. Bonjour Caroline, Bonjour Raphaël. ça va? Oui, et toi? Bah oui. Alors, on s'y met aujourd'hui. J'ai préparé plein de petits sujets, et toi aussi d'ailleurs. Donc, on va partir sur tes sujets à toi d'abord. Ok, ça marche. Juste. Voilà, donc un petit article qu'on a trouvé encore dans les mails de santé non censurés. Voilà, donc c'est censé être de la médecine alternative qui est censée vous rendre bien. Vas-y, je t'en prie. Cher ami, voici le meilleur remède pour rester en bonne santé. Je vous offre dans ce message une vidéo pour apprendre à le réaliser chez vous avec seulement 2 ingrédients très bon marché. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne ce remède. Saviez-vous que votre pH urinaire est un très bon indicateur de votre santé? Lorsque vous êtes en bonne santé, il se situe entre 7 et 7,5, sauf la première mixture du matin qui peut être un peu plus acide. Vous pouvez le mesurer très simplement avec des bandelettes pH. On en trouve en droguerie ou en pharmacie. Tous les organes du corps peuvent être touchés par le déséquilibre acido-basique. Arthrite, sciatique, sensibilité des dents et des gencives, caries, crampes, manque d'énergie, coup de pompe, conjonctivite, lumbago, mais aussi tendance dépressive. La liste des troubles associés est interminable. Dans l'alimentation, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour équilibrer et corriger le pH du corps. Ok, alors on va s'arrêter là. Donc, toute cette introduction est une énorme bêtise. Donc, parce que j'ai re-regardé une vidéo de Ken Berry, récente d'ailleurs, où il en parle. D'ailleurs, on va faire un petit test avec l'IA tout à l'heure parce que j'ai envie de le faire. Et en gros, il faut savoir que normalement, les médecins qui savent à peu près ce qu'ils racontent, hein, au niveau du pH, la seule chose dans votre corps dont le pH change, c'est le pH urinaire. C'est le seul. Il y a que votre pipi qui change de pH dans votre corps. Donc, lorsqu'elle dit corriger le pH du corps, c'est une connerie. La seule chose qui change quand vous mangez des aliments basiques ou acides, c'est le pH de votre urine. Parce que si le pH à l'intérieur de votre sang, il change de 0,2 sur l'unité de mesure du pH, vous mourrez. Donc en fait, le pH de votre sang, il ne change jamais. Le pH à l'intérieur de 99% de votre corps, à part l'urine que vous avez dans votre vessie, qui effectivement est affectée par ce que vous mangez, puisque là, ça change l'alcalinité ou l'acidité de votre urine. Mais à part ça, le pH de votre corps, il change jamais. Et c'est fait exprès. Parce qu'en fait, si le pH changeait, on mourrait. Donc, tout ce truc de mesurer le pH de votre urine, ça n'a aucun intérêt. Toutes les maladies qui sont données là, c'est juste des maladies métaboliques et c'est pas du tout des maladies liées au pH de votre corps, ni au pH de votre urine d'ailleurs, hein. Tout ça sont des bêtises. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Tu savais pas que le pH, voilà. Donc en fait, le truc de on mange des trucs acides et on mange des trucs alcalins, c'est une énorme connerie. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que les remontées acides, les fameuses remontées acides, moi je les ai lorsque je mange des glucides. Mais je veux dire que ce soit. On disait qu'à la base, c'était de la nourriture trop acide. Oui, que ce soit acide ou alcalin, ça change rien du tout, hein. C'est seulement quand je bouffe des glucides et des sucres, hein. Parce que quand je bouffe de la viande qui est censée être un aliment acide, j'ai pas de remontée acide. Donc c'est faux. C'est des énormes conneries. Voilà. Donc maintenant, tu peux, voilà. Donc le fameux mythe acide-alcalin, c'est complètement stupide. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas parce que vous mangez plus acide ou plus alcalin que vous allez avoir plus ou moins de maladies. Et la seule chose qui va changer, c'est le pH de votre urine. Waouh! Non, mais c'est vrai que ça change tout. Voilà. Je lis des choses qui, au final, n'étaient pas véridiques. Bah oui, mais c'est pour faire ça. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on lit les santé non censurées, c'est pour pouvoir justement reprendre les bêtises que nous disent même la médecine alternative qui nous dit. Santé non censurée. Oui, voilà, vachement non censuré. Voilà. Mais voilà, mais c'est la santé non censurée parce qu'il raconte que des conneries finalement. C'est pour ça qu'elle est pas censurée. Enfin, il pense que la censure s'applique spécifiquement à des trucs qui marchent pas. C'est intéressant. Non, mais voilà, il y a de la censure sur des trucs qui marchent et il y a de la censure sur des trucs qui marchent pas. C'est juste que tonnes de bêtises qui sont
relégués par-ci par-là. Toi, tu y croyais, toi, tu crois au pH, toi, tu crois à l'acidité du corps et ou tu y as cru pendant très longtemps. Bah, j'ai toujours cru parce que c'est toujours ce qu'on m'a enseigné et tout ça. Et tu me connais, je cherche pas à remettre toujours en question les faits scientifiques la plupart du temps. Du coup, effectivement, j'ai pris ça comme une information recevable et applicable. Mais bon, je me coucherai moins bête ce soir. Hein. On apprend tous les jours, c'est bien. Donc, c'est bien, avec toi, je passe mon temps à déconstruire ce que j'ai appris. Mais bon, en même temps, parfait. Tout à l'heure, on fera un petit test avec l'IA parce que justement, j'ai vu une petite vidéo de Ken Berry qui a testé l'IA. Il suffit de lui mettre un prompt spécifique et il est très gentil avec les carnivores et voire même il débunk totalement le régime vegan. Donc, on fera ça tout à l'heure avec les mythes du régime vegan. Et du coup, dans la suite de l'article, il y avait marqué « La viande, la charcuterie, les fruits de mer, les œufs, le fromage, le sucre, les céréales, les légumineux sont des aliments acidifiants. » Voilà. Donc, voilà, connerie. Mais bon, voilà, on le savait, hein, évidemment. En même temps, je pense que même si c'est non censuré, il recrache tout ce qui a été dit par l'OMS, tout ce qui a été dit par les nutritionnels. Je sais pas. Oui, bon, alors ensuite, on a une superbe recette de miam aux fruits avec une banane, des graines de lin, avec plein d'oxalate dedans, c'est top, et de l'huile de colza carrément. Oui, non, mais... citron. Oh, waouh, l'huile de colza, c'est une des pires huiles. Putain, mais c'est ouf qu'ils envoient ça. C'est dingue. Je pense que c'est vraiment ce truc-là. J'espère que tu le lis plus parce que vraiment, c'est que des pubs déguisées pour des trucs de merde. C'est un truc de fou. Ouais, mais à l'époque, effectivement, je te connaissais pas forcément. L'huile de colza. Et nous, du coup, moi, l'huile de colza, déjà, j'étais pas forcément fan. Oui, c'est pas déjà ce que je consommais à la base. Je consommais plus l'huile de palme. Ça a tellement été polémiqué que du coup, j'en prenais pas du tout. Moi, j'étais plus à la limite huile de tournesol, de temps en temps quand même, l'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive. Oui, bah, huile d'olive, moi, je prenais tout ce qui était Isio. Avec les oméga 3 et tout ça. Donc, oui, non, mais Isio, c'est une combinaison d'huile de colza, d'huile de tournesol et d'huile de palme. Donc, c'est de la merde. C'est la pire huile. L'huile d'olive. Oui, voilà, mais huile d'olive, c'est très bien. Mais ça coûte plus cher que l'Isio 4, évidemment, ou l'Isio 3. Bref. Non, mais je prenais pas beaucoup d'huile. De toute façon. Voilà. La pire combinaison d'huile végétale. Soyez heureux. Ouais. Bon, ensuite, on avait un petit article sur l'ARN messager. On va juste faire un petit, je vais juste faire un petit tour vite fait à ce niveau-là, parce qu'on a eu pas mal de gens sur le groupe du régime qui nous disaient oui, l'ARN messager dans les canards, c'est dangereux, machin, etc. Parce que ce qui paraît, on vaccine maintenant les canards à l'ARN messager. Tu savais pas? D'accord, pas maintenant, tu sais. Et je tiens à dire que... Foie gras, dit oui, dit canard. Ce qu'on mange et tout ça. Dit toutes les formes de canard qu'on mange. D'où l'ARN messager dans l'alimentation. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus parce que je pense que la peur qui découle de cette chose est injustifiée. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, récemment, j'ai eu une info qui n'est pas confirmée par rien du tout, que j'ai essayé de confirmer sur Internet. J'ai fait une recherche extensive et je n'ai pas trouvé de quoi substantier les dire. La seule information, entre guillemets, dangereuse que j'ai trouvée, c'était dans une interview récente de Juste Milieu avec un jeune qui est censé être un chercheur et qui dit oui, dans des cas très particuliers, l'ARN peut résister à 80 degrés pendant 72 heures, un truc comme ça. Et donc, suite à ça, je me suis dit, attends, comment ça? Parce qu'il faut savoir que l'ARN messager, à la base, c'est une molécule pas très solide. C'est une protéine qui se désagrège très facilement dès qu'on augmente un peu l'acidité, la température, etc. Donc, dès qu'elle tombe dans l'estomac, voilà, donc même en disant que voilà, on vaccine les canards, on va dire que même donc ça modifie leur ADN, ça modifie des petits trucs par-ci par-là, ça fait en sorte que ils sont un peu malades, on va dire. Bon, alors effectivement, du coup, on a de la viande un peu malade. C'est pas optimal, mais je veux dire, à la base, on est censé avoir
des estomacs de charognards, puisque l'acidité de notre estomac est égale à l'acidité des estomacs des charognards. Donc, même si on a une viande un petit peu malade, mais pas très malade, normalement, ce n'est pas censé nous rendre malade, parce qu'on élimine la plupart des choses avec l'acidité de notre estomac, dont l'ARN messager d'ailleurs. Et donc, même si l'ARN messager finit à l'intérieur d'un canard que l'on mange, à la fin, même dans notre assiette, déjà on le cuit. Donc déjà, le fait que ce soit cuit, ça détruit déjà la molécule d'ARN messager. Et deuxièmement, ça passe par notre estomac qui est hyperacide et qui le détruit encore plus. Donc il y a extrêmement peu de choses. C'est impossible que l'ARN messager tel quel finisse dans notre sang et modifie quoi que ce soit à notre biologie interne. Et moi, je donnais l'exemple bête, parce que l'ARN messager, aujourd'hui, on en parle parce qu'on fait les vaccins à ARN messager, mais l'ARN messager, il existe de tout temps dans tous les êtres vivants qui ont existé dans ce monde. À chaque fois qu'il y a besoin de transporter une information d'une cellule à une autre qui vient de l'ADN, ce que le corps fait, c'est qu'il construit de l'ARN messager à partir de l'ADN, qui est une copie d'un bout d'ADN, pour pouvoir diviser des cellules, créer des protéines, bref, le corps, il gère comme ça, il envoie de l'ARN messager un peu partout via le sang, voilà, aux endroits où il faut. Et donc, si l'ARN messager que l'on ingère en la mangeant, hein, je ne dis pas en l'injectant c'est très grave, mais en la mangeant, si on la mange et qu'elle finit dans notre estomac, ça veut dire que l'ARN messager de tous les animaux qu'on a mangés pendant 300 000 ans, il a été intégré à notre ADN. Et ça veut dire que, ce qui voudrait dire aujourd'hui que, parce qu'on sait que l'ARN messager peut se rétro-transcrire dans certains cas, donc ça veut dire qu'il peut devenir de l'ADN chez les humains. Mais si ce qui passait dans notre estomac passait directement dans notre sang, l'ARN des animaux que l'on mange, ça voudrait dire que notre ADN va être modifié avec l'ADN des animaux qu'on mange. Or, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai pas encore de cornes de bœuf qui me sont poussées sur la tête. Et j'ai pas un long bec. Voilà, et j'ai pas un bec de poulet, j'ai pas un cloaque qui a poussé là. Il y a certaines personnes avec des malformations physiques qui ont voilà, c'est pour ça, c'est ça, c'est parce qu'ils ont bouffé l'ARN du poulet, et donc voilà, et donc maintenant ils ont un cloaque de coq, évidemment. Non, mais c'est ça. Donc, si l'ARN que l'on ingérait se retrouvait à l'intérieur de notre sang, on aurait toutes les espèces de la planète qui mangent d'autres êtres vivants, on aurait la même espèce de partout sur la planète. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. L'ARN qui est dans la nourriture ne passe pas directement dans le sang et ne modifie pas votre ADN et ne modifie pas les fonctionnements de votre corps. Bonne nouvelle. Bah oui, non, mais c'est évident. Donc voilà, la théorie l'ARN se retrouve dans la viande et après on l'absorbe et après on est nous-mêmes vaccinés par le truc qui a été vacciné l'animal. Non. Et puis on n'a pas l'ARN de l'intérieur de l'animal qui finit à l'intérieur de notre sang non plus. Alors encore une fois, seulement quand on la mange. Parce que quand on l'injecte directement dans le sang, là, c'est une autre histoire. Voilà. Et puis, après, je m'étais renseigné un peu plus sur le sujet. Même si on injecte directement l'ARN dans le sang, s'il n'y a pas une molécule pour l'attacher, alors je ne me souviens plus exactement, mais il y a une histoire de molécule qui fait en sorte que ça peut passer au travers de la paroi des cellules. Mais sinon, normalement, c'est détruit à l'intérieur du sang. Bref, bon, donc les vaccins à ARN messager sont spécifiquement faits pour que l'ARN messager puisse passer à l'intérieur des cellules, avec une molécule en plus de l'ARN. Voilà. Et donc, voilà. Et après, par contre, effectivement, ce n'est pas optimal que les animaux soient vaccinés, que ce soit à l'ARN messager ou vaccinés tout court, hein, parce qu'on en discutait avec Thibaut, je crois, où on a dit que oui, non, ce n'est pas optimal, parce que effectivement, vu que les adjuvants, c'est toujours de l'aluminium, même pour les vaccins pour animaux, on se retrouve avec des métaux lourds à l'intérieur des animaux, et effectivement, ça, c'est pas optimal. Bon, voilà. Mais je veux dire, ça date pas des vaccins ARN messager, hein, ça date des vaccins tout court pour les animaux, donc on remonte, je ne me suis pas renseigné sur le sujet, mais ça fait longtemps qu'on vaccine les animaux, je crois. Donc oui, non, c'est pas neuf, c'est pas un nouveau truc, quoi.
Voilà, donc tout ça pour vous dire que donc la seule information contraire à ça que j'ai trouvée, c'est ce scientifique qui avait été interviewé par Rémi Justemilieu et qui disait oui, l'ARN peut survivre à 80 degrés pendant 72 heures. Et j'ai pas trouvé de cas clinique. Et effectivement, j'ai même posé une question en commentaire sous la vidéo en leur disant oui, ce serait bien d'étendre un peu sur les conditions spécifiques pour qu'un ARN survive à 80 degrés pendant 72 heures. Et évidemment, j'ai pas eu de réponse. Donc, je pense que c'est une bêtise. Ou alors, c'est vraiment dans des cas tellement spécifiques. Et j'ai envie de dire que le cas spécifique, peut-être que c'est justement les molécules qu'on rajoute à l'intérieur des vaccins et qu'on nous injecte directement. Mais franchement, c'est pas censé passer dans votre sang. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Voilà. Alors évidemment, c'est pas optimal, etc. Mais je veux dire, ne paniquez pas en vous disant que votre ADN et votre fonctionnement biologique va être modifié par l'ARN qui a été foutu dans un canard. Ça, c'est une bêtise. Voilà. Enfin, selon moi, hein. Encore une fois, vous avez le droit de vous inquiéter, faire ce que vous voulez, mais la science, ça n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là. Voilà. Voilà, on a fini les articles. Maintenant, j'aimerais parler de la vidéo de Carla où elle a dit qu'elle quittait le carnivore et qu'elle nous a dit que, alors encore une fois, elle n'a pas craché sur le carnivore, hein, elle a fait 7 mois de carnivore et elle a dit que c'était très bien, que ça lui avait enlevé pas mal de problèmes, que elle y est venue parce qu'elle faisait des crises d'hypoglycémie à la base et qu'elle n'en faisait plus. Et récemment, donc, elle a dit qu'elle arrêtait le carnivore parce que, principalement, enfin, d'après ce que j'ai compris dans la vidéo, voilà, parce que elle avait des problèmes de sommeil. Alors, quand elle dit problème de sommeil, en fait, elle ne disait pas vraiment, enfin, elle disait pas vraiment problème de sommeil, elle disait, je crois, et elle l'a dit dans sa vidéo d'ailleurs, elle a dit, je crois qu'il faut 7 à 9 heures de sommeil pour être bien au quotidien. Alors qu'elle avait tout qui lui prouvait le contraire. Hein. Elle dormait 5 heures, mais elle allait très bien. Elle était fatiguée le soir, mais elle allait très bien. Mais en même temps, qui n'est pas fatigué le soir? Enfin, moi, je me couche à 21h, à 20h30, j'ai sommeil, donc c'est normal. Et donc, je pense que la croyance qu'il faut 7 à 9 heures de sommeil n'est pas bonne. Voilà, je pense que si on est cétogène, moi, j'ai mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle, c'est que lorsque je jeûne et lorsque je mange vraiment cétogène et que je ne prends pas de produits laitiers, je peux faire une nuit de 6 heures et tenir toute la journée et ne pas avoir de problème. Et je pense me souvenir que Jean-Christophe nous avait dit que lui aussi, il ne dormait pas tant que ça et que ce n'était pas un problème. Donc, je pense que la croyance de « il faut dormir entre 7 et 9 heures », c'est vrai quand tu es omnivore, probablement. Je pense pas que ce soit vrai quand tu es carnivore. 9 heures, c'est trop même. C'est oui, en général entre 6 et 8 heures. Bah oui, en tout cas, elle a dit entre 7 et 9. Hein. Après, elle a dit entre 7 et 9. Moi, je rapporte ce qu'elle avait dit. Et donc, je pense que c'est une mauvaise analyse. Je pense que si vous dormez 6 heures, mais que vous tenez toute la journée et que tout va très bien et que, effectivement, vous arrivez un peu tard le soir et vous êtes crevé, mais ça, c'est normal, hein, ça s'appelle le cycle circadien. Mais si vous n'êtes pas crevé au milieu de la journée, c'est pas censé être un problème, en fait. Voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire que je ne pense pas qu'elle ait arrêté pour les bonnes raisons. En plus, et en plus derrière, elle nous dit « Oh, depuis que j'ai arrêté le carni, je refais des hypoglycémies. » Et tu fais « donc t'es venu pour arrêter les hypoglycémies et quand tu fais pas carni, tu refais des hypoglycémies. » Et elle a rapporté d'autres petits problèmes d'anxiété, parce que moi, pareil, quand je remange des glucides, j'ai des petits problèmes d'anxiété. Voilà. Donc, c'est... Je pense que comme toute femme, elle a eu envie de remettre un peu de glucides, un peu plus dans son alimentation. Oui. Et on est tous passés par là. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que le tout, c'est qu'elle fasse ce qui lui semble le mieux. Quoi. Mais elle fait ses tests. Hein. De toute façon, c'est important. Mais je respecte. Je respecte les choix de chacun. Si les gens veulent
ne pas manger optimalement, il n'y a pas de souci. Et même moi, je mange un peu de chocolat 90% de temps en temps. Ce n'est pas optimal en carni. Et c'est pas pour fustiger ni rien, mais je me dis qu'elle est venue là pour des problèmes de santé. Et en fait, elle est en train de retomber dans ses problèmes de santé. Et elle se dit non, mais c'est normal. c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Juste parce que, et effectivement, elle a eu raison, parce qu'elle s'est mise à manger des glucides, et effectivement, elle s'est remise à dormir de 7 à 9 heures. C'est ok, ok. Mais c'est pas parce que tu dors plus que tu dors mieux, et c'est pas parce que tu dors plus que tu es en meilleure santé. Enfin, c'est pas... Justement, moi, je dirais même le contraire. C'est si tu arrives à faire une journée complète sans être fatigué avec 5 heures de sommeil, c'est même plus optimal que si tu fais 9 heures de sommeil et que tu fais ta journée complète, parce que ça veut dire que tu as survécu éveillé 4 heures de plus. Donc, c'est même encore mieux, en fait. C'est une bonne chose de dormir moins. Alors, encore une fois, il faut quand même dormir et bien dormir et avoir le sommeil REM, le sommeil profond. Voilà. Tout ça est important. Mais je pense qu'il y a sûrement une partie du sommeil qui est fait pour enlever les dégâts que les glucides te font. Et c'est ça que je présume pourquoi tu dors 2 heures ou 3 heures de plus lorsque tu manges des glucides. Voilà. Et je pense pas que ce soit optimal. De glucose. Je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi. Oui, puis après, je pense qu'au-delà de l'alimentation, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent entraîner la fatigue alors que tu as dormi que 4-5 heures. Il y a le côté aussi émotionnel. Il suffit qu'elle s'ennuie, il suffit que les fluctuations hormonales aussi, qui fait que tu peux dormir moins. Je pense qu'effectivement, c'est des facteurs qu'on peut prendre aussi en compte. Oui, bien sûr. Et après, chacun le ressent comme elle le ressent. Je pense que déjà, elle a envie d'avoir ses 7 heures ou 9 heures de sommeil. Oui. Elle se sent bien comme ça. Oui, non, mais tant mieux. Et du coup, et là où elle avait dit qu'elle avait, elle s'est remise à avoir des règles régulières en carnivore, et là elle remange des glucides, et elle a ces règles qui se décalent. Enfin, moi, moi j'ai entendu ce truc-là. Donc, ça me, moi, ça me perturbe totalement. Oui, après, elle n'a pas dit qu'elle arrêtait forcément totalement. Elle va quand même elle reste carnivore et elle ne va pas redevenir omnivore. Non, elle reste meat-based, c'est pas la question. Elle remange juste du pain au levain et je sais plus ce qu'elle a dit d'autre, mais voilà. Et enfin, moi, le problème n'est pas que les gens fassent leurs expériences, le problème est que les gens disent oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis j'écoute mon corps qui a envie de manger des conneries, et je vais manger des conneries parce que mon corps il a envie de manger des conneries. Non. Non. C'est pas toi qui disais regardez ce que font les femmes plutôt que... n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez ce qu'elles font. Oui, mais ça change rien. Enfin, du coup, là, ça veut juste dire que elle est faible face à ses émotions, et elle est faible face à ses envies de manger des bêtises. Et voilà, encore une fois, je respecte totalement son choix, c'est pas un souci, mais c'est juste que du coup, elle promeut ça en disant j'ai arrêté le carni, et les gens lui disent c'est bien, vas-y, nuance, machin, etc. Et moi, je suis désolé, faut pas nuancer. Moi, j'accepte que je mange des trucs pas optimaux, mais je vais pas vous dire c'est optimal, manger du chocolat 90%, c'est parfait. Il en faut. Non, je vais pas vous dire ça parce que c'est pas vrai. Alors oui, moi je me laisse aller de temps en temps et je fais des bêtises, mais je vous dis que c'est des bêtises. Je vais pas promouvoir en disant non, mais le carni c'est pas si bien que ça, il faut rajouter des glucides parce que c'est bon pour la santé. Non, quand je mange des glucides, je vous dis je sais que je fais une connerie. Et même moi, je le sais. Quand je le fais, je dis ok, je sais que je fais une connerie. Ou alors je le fais en conscience après parce que, tiens d'ailleurs, après il y a le sujet suivant, mais parce que ça aide à la prise de masse. Et effectivement, je pense que manger entre 20 et 30 grammes de glucides carnivores, donc c'est-à-dire, moi je mange pas de miel, mais du lactose, parce que moi je mange du yaourt à la grecque en ce moment, je pense que ça fonctionne pour la prise de masse. Et c'est entre 20 et 30 grammes de glucides par jour. Voilà. Mais je le fais pour un truc spécifique, et j'ai quand même des boutons qui sont revenus avec les glucides. Donc, je sais que c'est pas optimal. Voilà, c'est pas optimal pour la santé. Après, c'est plus optimal pour la prise de masse. Mais
Voilà. Mais Ça dépend de voilà. l'objectif. Ça dépend de ton objectif, exactement. Voilà, donc on a traité ça. Donc ensuite, j'ai reçu des SMS, alors je ne vais pas dire le nom de la personne, mais qui m'a demandé si elle mangeait assez, parce qu'elle me disait qu'elle mesure 1,65 m et qu'elle pèse 45 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup. Hein. Et elle m'a demandé les quantités de protéines et de lipides qu'elle devrait manger chaque jour. Je lui ai répondu que déjà, 45 kg pour 1,60 m, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je lui ai dit non, franchement, c'est vraiment très très maigre là. Et donc, ce que je lui ai dit, c'est qu'il fallait entre 1 gramme et 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, mais pas par kilo de poids de corps qu'elle a, mais là où elle devrait être. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai calculé plutôt avec 55 kg, quoi. Et je lui ai dit qu'elle devrait manger donc entre 110 grammes de protéines par jour et au moins 120 grammes ou 130 grammes de gras, quoi. Okay. Et parce que toi, c'est à peu près ça que tu manges en une journée. J'avoue. Et moi, toi, t'es à plus que ça, je toi. sais pas, j'ai l'impression, tu vois, là, j'ai repris. Puisque, en poids, tu veux dire? Pour rappel, en 2-3 mois, j'avais perdu au moins 9 kilos. Au tout début. Tu te rappelles, tout au début. Et après, là, depuis les 1 an de carnivore, j'ai appris à manger beaucoup plus gras. Bon, bien sûr, beaucoup moins que toi, mais un peu plus de beurre, de temps en temps des produits laitiers. Effectivement, je pense que c'est vraiment le gras. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le gras que les protéines de la viande qui m'ont permis qui m'ont fait reprendre du poids. Enfin, c'est comme ça que je le ressens, quoi. Oui, non, mais c'est pas comme ça que marche la science, mais c'est bien que tu le ressentes comme ça, mon amour. Non, c'est clairement les protéines. Le gras, ça te sert d'énergie. Mais j'ai baissé ma quantité quand même de protéines animales au niveau de la viande. Ah oui, tu manges. Ah non, je t'assure, j'en mange beaucoup. Oui, mais tu manges entre 400 et 500 grammes de viande par jour, à moi. Et puis tu manges au moins 7 Bon, après, encore une fois, effectivement, c'est intuitivement et j'ai pas pesé. Bah non, je sais bien. Non, mais je vois bien les tranches que tu te prends, amour. Je sais que tu manges par rapport à ce qu'on sert dans un restaurant, effectivement, ah bah oui. C'est beaucoup plus. Ah bah oui. On est d'accord. Non, mais je suis entre 300-400 grammes. Ouais, 300-400 grammes de viande par jour. Bah, tu sais que ça fait 100 grammes de protéines, hein. Juste avec la viande. Parce qu'après, tu as les œufs. Et les œufs, j'en mange au moins 6 par jour. Oui, 6 ou 7 par jour. Donc, t'es aux alentours de 120, 130 grammes de protéines par jour. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Et à côté de ça, tu manges du beurre. Et à côté de ça, voilà. Oui, non, c'est sûr. Donc, non, tu manges bien. Hein. Voilà, tu manges pas des petites quantités. Oui. Bon, t'es plus grande. Toi, tu fais 1m79. 78. Donc, oui, voilà. Toi, tu dois manger un peu plus. Mais je sais que voilà, les femmes, elles sont habituées à faire de l'hypocalorique et tout. Enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, moi, c'est pas possible pour moi. Moi, je ne peux pas manger hypocalorique. Mais ou vraiment, même mes hypocaloriques entre guillemets, c'est quand même beaucoup de beaucoup de viande et beaucoup de d'œufs. Mais je pense que c'est un problème récurrent chez les femmes qui font de l'hypocalorie, c'est qu'elles viennent en carnie et elles mangent pas assez, quoi. Puis l'hypocalorie, pour la plupart du temps, elles disent moi je mange de calories out, et moi je vais grossir. Oui, mais des fois il faut grossir. Carence, oui, bah oui. Plutôt que non seulement faut pas être tout maigre. Hein. Sont pas grosses, c'est sûr, mais elles ont des carences. Donc, dans la tête, c'est moi je mange de calories, voilà. Moi je suis grosse. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça répond en fait mais pourquoi je ne comprends pas pourquoi les femmes effectivement ont tendance à privilégier l'hypocalorie. Ah bah si, parce qu'elles veulent pas grossir. Ouais, c'est ça. Parce que le pouvoir des femmes, c'est leur sexualité, et que leur sexualité passe par le fait qu'elles doivent être bien foutues. Hein. C'est un sujet. Bon, j'ai envie d'en parler, mais voilà, tu veux en parler? Non, oui, mais. Ça dépasse peut-être parce que tu avais prévu aujourd'hui. Non, mais. C'est un sujet intéressant, effectivement. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Ouais, mais oui. Et donc, parce que tout passe par là, en fait. Après, on peut dire c'est inconscient, je le fais pour moi, je le fais pour mon image, mais mon image, c'est bien reflété par la société, c'est bien reflété par l'attirance que les hommes ont vers toi, c'est bien reflété par les autres femmes qui se comparent à toi. Donc,
Oui, c'est clairement... Même si on n'en a pas conscience. Voilà. De toute façon, on fait beaucoup de choses inconsciemment. Oui, bien sûr. Voilà. Et tout le monde. C'est les personnes hommes aussi, avec qui on vit qui, parfois, nous font prendre conscience des choses. Bien sûr. Donc, ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'on est dirigé par le sexe. Ouais. Ouais. On est dirigé par le sexe. Moi, je suis très dirigé par le sexe. Voilà, je me mens pas. Bon. On me connaît. Toi, tu me connais. Les gens, nos auditeurs, ils nous connaissent, mais surtout les gens dans le groupe Carni, quand on fait des réunions carnivores, ils me connaissent bien là-dessus. Il n'y a pas de souci. Bref, voilà. Donc, on va passer au sujet suivant, parce que donc Quentin m'avait laissé un petit message sur le dernier podcast. Il m'avait demandé est-ce que tu as conservé ta masse musculaire accumulée pendant ton priming? Et effectivement, c'était, ça fait longtemps maintenant, c'était il y a 1 an au moins que j'ai fait mon priming. Ouais, c'était il y a vachement longtemps. Et donc, quand j'avais fait ça, j'avais gagné en masse musculaire pas mal. Et même, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais je prenais mon tour de taille et mon tour de cou à ce moment-là. Et j'avais pris 1 ou 2 cm de tour de cou, il faudrait que je regarde, mais en 2 semaines. Et j'avais des potes qui faisaient de la muscu et je leur ai raconté ça. Ils me disent non, mais ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. 2 cm de tour de cou en 2 semaines, ça n'est pas possible. Alors je pense que c'était 1 cm, ça devait être 1 cm, mais c'était déjà beaucoup pour eux. Ils disaient non, mais ça c'est pas censé se passer comme ça, la prise de masse, c'est pas censé être aussi incroyable aussi vite. Et donc, bon, j'avais pris en masse musculaire beaucoup à ce moment-là, pendant ces 2 semaines. C'était pas très agréable parce que je mangeais 2 kilos de viande par jour avec 800 grammes de crème d'Isigny. Donc, il y avait des glucides dans la crème d'Isigny. Pas beaucoup, mais il y en avait. C'est parce qu'aujourd'hui, comme je remange du yaourt, je fais le parallèle avec ça. Je pense que les glucides carnivores, ils aident quand même vraiment à la prise de masse. Hein. Voilà. Je pense qu'à ce moment-là, ça a aidé aussi. Et ça c'était... Voilà. Et donc, tout le muscle que j'ai pris à ce moment-là, après, j'ai arrêté de manger tout ça parce que je me faisais chier, parce qu'au bout de 2 semaines, enfin, c'est trop chiant de manger toute la journée, 4 repas par jour où on se gave, où on passe largement entre 30 et 40 minutes devant son assiette. C'est extrêmement, extrêmement long, plus le temps de faire la bouffe. Donc, je passais 4 heures par jour à bouffer. C'était extrêmement long. Et c'était pas agréable. Non, c'est là où tu te dis jeûner, tiens, c'est pas Ah oui, après, j'étais trop content de jeûner après. Ouais. Ça fait gagner du temps et au moins... primer, ça fait perdre du temps, et jeûner, ça fait gagner du temps. Ah bah ça, c'est sûr, hein, 100%. Et donc, oui, je m'étais mis... Donc, après, je me suis remis à manger, entre guillemets, normalement, à faire au mat, 2 MAD, donc 2 repas par jour. Et je mangeais... plus beaucoup de glucides. D'ailleurs, je pense que j'avais arrêté la crème d'Isigny pendant très longtemps. J'ai fait juste des œufs. Voilà, j'ai été très peu glucidique. Et donc, il m'a demandé si je conservais ma masse musculaire. Et effectivement, j'ai conservé toute ma masse musculaire que j'avais pris pendant ce priming. J'avais pas regagné depuis. Alors maintenant que je reprends mes yaourts, je regagne. Mais tout le temps où je suis resté en maintenance cétogène à essayer de perdre du gras, voilà, parce que j'ai essayé de perdre du gras pendant très longtemps, je n'ai pas perdu de muscle. J'ai perdu un peu de gras. J'ai pas beaucoup gagné en muscle, mais je l'ai pas perdu. Tout ça pour souligner que mon expérience personnelle, c'est clairement que la cétose, c'est musculoprotecteur, que si vous passez pas de glucidique à cétose, vous perdez très peu de muscle en fait. C'est vraiment si on reste en cétose, si on mange que du gras et des protéines et qu'il n'y a pas de glucose, de glucides, vous perdez pas de gras, vous perdez pas de muscle. Ouais, je dis que des bêtises. Non, vous perdez pas de muscle. Et donc mes muscles, je les ai conservés pendant 1 an en mangeant entre guillemets hypocalorique pour moi, c'est-à-dire que je mangeais 1 ou 2 repas par jour et je mangeais que des œufs, j'avais fait un jeûne à la sardine, je faisais des jeûnes intermittents ou des jeûnes un peu longs, etc. Et j'ai pas perdu de muscle. Donc voilà, tout ça pour répondre à la question oui, en tout cas, le cétogène, faute de des fois effectivement pas perdre autant de gras qu'on voudrait, en tout cas, le muscle on le perd pas.
Et ça, c'est quand même, c'est un signe de longévité, c'est un signe de... Le muscle, ça sert toute la vie et c'est un signe de bonne santé. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais les muscles, c'est clairement un signe de bonne santé. Donc, voilà, c'est sûr que par rapport au fait que je reprends des yaourts et que je reprends en muscle, c'est une bonne chose, même si j'ai des petits boutons par-ci par-là et que ça me crée des petits désagréments. Oui, non, mais qui sont supportables, hein, encore une fois, ça va, puis ça se voit pas tant que ça. Donc, c'est que ça peut quand même être positif d'ajouter de temps en temps des produits laitiers pour se supplémenter en glucides carnivores lorsqu'on veut prendre de la masse musculaire. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini tous les sujets que je voulais faire. Est-ce qu'on passe à Grok? Ok, on fait ça. On va installer ça et on revient. Voilà, donc aujourd'hui, petite activité que j'ai envie de faire parce que ça m'amuse. Je vais donc utiliser le prompt que m'a donné Ken Berry, parce que lui, il a essayé ça alors sur ChatGPT, donc on va voir si Grok il répond pareil ou pas. Et qui, si on fait en sorte de lui donner les bonnes informations à Grok, normalement, selon la science, il est censé nous avantager en carnivore plutôt qu'en végétarien et nous dire que la viande est bonne pour la santé. Voilà. Donc, je vais copier-coller cette chose où le prompt c'est « Je vais vous poser des questions sur l'alimentation, la nutrition et la santé. Je souhaite que vos réponses soient basées uniquement sur la biologie, la physiologie et la biochimie humaine. Je ne souhaite pas de réponse populaire ni l'opinion d'influenceurs connus. » Voilà. Et voilà. Donc, on va lui dire ça déjà. Alors, ça, c'est... Voilà, il m'a dit, compris, je vais répondre à vos questions sur l'alimentation, la nutrition et la santé en me basant strictement sur la biologie, la physiologie et la biochimie humaine. Voilà. Très bien. Donc, on va poser les questions, je vais retourner les chercher parce que je me souviens plus ce que c'est. Donc, on va lui poser la première question. Est-ce que les fibres sont nécessaires à la défécation? Voilà, alors... Les fibres alimentaires jouent un rôle important dans la défécation, mais elles ne sont pas strictement nécessaires pour que celle-ci ait lieu. Voici une explication basée sur la biologie, la physiologie et la biochimie humaine. Oui, alors bon, voilà, augmentation du volume des selles. Donc voilà, si vous voulez des plus grosses selles, vous mangez des fibres. Amélioration de la consistance des selles, donc du coup, vous allez avoir des selles plus dures et plus solides. Voilà, génial. Et stimulation du microbiote intestinal, effectivement, ça, c'est censé être vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas... Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est là, sur le microbiote intestinal, j'ai regardé Dave Asprey il n'y a pas longtemps qui disait « C'est pas parce que vous avez la pluralité pour la pluralité que c'est une bonne chose. » C'est-à-dire que les microbes du microbiote, c'est pas parce qu'on en a beaucoup de différents que c'est forcément une bonne chose. Parce que dans une société... j'aime bien avoir des sapeurs-pompiers, j'aime bien avoir des policiers, mais la diversité pour la diversité et avoir des tueurs en série juste pour dire « Ah non, mais comme ça, non, mais j'ai une bactérie, c'est un tueur en série, mais je l'aime bien parce que ça donne de la diversité à mon microbiote. » Tu vois. Donc, c'est une connerie. Voilà. C'est pas parce qu'il y a plus de microbiote que c'est bien. Voilà. C'est bien d'avoir les bons microbes et pas les mauvais microbes. Voilà. Bon. Peut-on déféquer sans fibres ? Oui, la défécation est possible sans fibres alimentaires car elle dépend principalement de la motilité intestinale, la présence de résidus alimentaires ou non digestibles et l'hydratation. Cependant, un régime très pauvre en fibres peut entraîner une diminution du volume des selles. Bah oui, c'est pour ça que nous, on défèque moins que la moyenne. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Une augmentation du risque de constipation. Et voilà, mais le problème, c'est qu'ils disent constipation, mais parce qu'ils considèrent, de toute façon, Grok, il considère que nous, on est constipés, hein, parce qu'on fait caca tous les 2 jours. Voilà. Et une altération potentielle du microbiote intestinal, potentielle, hein, évidemment. Donc, question 2. Puis-je obtenir tous mes nutriments essentiels des plantes? Ah bon? Eh ben, c'est bizarre qu'il me réponde ça, mais on va le piéger, c'est pas grave. On va lui dire « Et la B12 ?» Ah voilà, vitamine B12. Alors c'est génial parce qu'il nous dit oui, mais la vitamine B12, il nous dit qu'elle n'est pas présente de manière fiable dans les plantes.
Elle est synthétisée par des micro-organismes et se trouve principalement dans les produits animaux. Les végétaliens doivent consommer des aliments enrichis ou prendre un supplément qui est fait à partir d'animaux. Voilà, c'est complètement... voilà. Ouais, alors qu'il faut manger du végétal. Voilà, mais c'est ça. Mais à part ça, l'animal n'est pas bien. Hein. On se rend bien compte que les végétariens n'ont pas tout. Mais les protéines animales sont plus biodisponibles que les protéines végétales, non? Et il me dit oui, les protéines animales sont généralement plus biodisponibles que les protéines végétales. Mais cette différence doit être nuancée en fonction de la biologie, de la physiologie et de la biochimie humaine. Analysons cela en détail. Biodisponibilité des protéines. La biodisponibilité d'une protéine se mesure par sa digestibilité et la qualité de son profil en acides aminés. Essentiel. 2 indices clés sont utilisés. Oh là là. Comparaison de protéines animales et végétales. Et effectivement, le problème, la plupart du temps, c'est que dans les protéines végétales, il y a très peu de leucine. Il y a plein d'acides aminés qui ne sont pas présents dans les protéines végétales ou en très basse quantité. Et vu qu'il nous faut le profil complet d'acides aminés, c'est beaucoup moins optimal. Hein. Voilà. Mais tous ces aliments végétaux sont riches en oxalates. Cela ne risque-t-il pas d'engendrer des cristaux d'oxalates à l'intérieur du corps humain? Il me dit, vous soulevez une question pertinente. Oui, que sont les oxalates? Oui. Ils se lient facilement aux minéraux, notamment le calcium, pour former des sels insolubles, comme l'oxalate de calcium, ces cristaux. Dans le corps, ces sels peuvent, dans certaines conditions, se cristalliser, notamment dans les reins, contribuant à la formation de calculs rénaux. Voilà. C'est intéressant parce qu'il nous dit que les aliments riches en calcium empêchent les oxalates d'être absorbés, mais du coup, ça veut dire que vous n'absorbez pas le calcium, puisque le calcium, il est utilisé pour empêcher les oxalates. C'est intéressant comme concept. Et c'est bien, malgré tout, il arrive quand même à nous mentir, parce qu'il y a un truc dans les... J'étais en train de regarder les aliments végétaux riches en oxalates et pas riches en oxalates, et il nous dit que le choucal est faible en oxalates, alors que si on regarde la première résultat Google en tapant choucal oxalate, ils nous disent que c'est haut en oxalate. Donc je lui ai dit, tu m'as menti, le choucal est riche en oxalate. Il me dit, vous avez raison de demander tes précisions, parce que je l'ai classé dans les légumes à faible teneur en oxalate. Parce que, mais là c'est très très fort, parce qu'il me dit, oui, parce que comparé aux autres aliments que j'ai dit, c'est-à-dire les amandes, les noix, les pommes de terre, les baies, les blettes, le cacao, le thé noir, la rhubarbe et les betteraves et les épinards, c'est pas beaucoup. Ok? Alors attendez. Mais il nous dit qu'on a quand même des risques de calculs rénaux qui mangent des oxalates. Et effectivement, alors moi je me souviens de l'exemple précis de Dave Asprey sur le choucal qui disait que le pire truc à faire, c'était de faire un smoothie au choucal. Parce que là, tu ne le cuis pas. Et effectivement, quand tu le cuis, ça réduit un petit peu sa teneur en oxalate. Mais si tu as des risques de calculs rénaux avec les aliments faibles en teneur en oxalate, c'est quand même embêtant. Ça veut dire que ceux qui sont à moyen et à haute teneur, c'est encore pire, quoi. Ouais. Non, mais c'est un délire. Hein. Est-ce que les plantes alcalanisent mon corps? La question de savoir si les plantes alcalinisent le corps est souvent entourée de malentendus, notamment en raison des idées populaires autour des régimes alcalins. Je vais répondre en me basant strictement sur la biologie, la physiologie, comme je l'ai demandé, oui. Le concept d'alcalinisation du corps. Le corps humain maintient un pH étroitement régulé dans différents compartiments. Le sang, le pH est maintenu entre 7,35 et 7,45. Voilà. Donc vraiment, si ça bouge en dehors de ça, on meurt. Hein. C'est vraiment... c'est au-delà, voilà. Au-dessus. L'estomac a un pH acide, voilà, entre 1,5 et 3,5. Et l'urine a un pH variable, effectivement, entre 4,5 et 8, selon l'alimentation et l'état métabolique. Les cellules et les tissus ont des pH légèrement variables mais régulés pour rester proches de la neutralité. Cette régulation est assurée par des systèmes tampons, la respiration et les reins. Ces mécanismes sont extrêmement efficaces et maintiennent l'homéostasie du pH, sauf dans des conditions pathologiques graves. L'idée qu'une alimentation à base de plantes alcalinise le corps repose sur le concept de charge acide alimentaire, qui mesure l'impact d'un aliment sur l'équilibre acido-basique des reins. Bon, ça m'énerve parce que du coup, son truc, il marche pas, hein, parce que il me recommande quand même beaucoup de plantes. Hein.
Non, non, mais c'est pas ça. Je voulais tester, quoi. Oui, oui, ça va. Ça reste un test. Ouais, Donc, pas grave. Bon, bah voilà, on a fait des petites recherches. Je pense qu'on reprendra la semaine prochaine. Je vais essayer d'autres prompts. Bon, il est quand même plutôt encore pro-plante, hein, notre ami Grok. Alors, évidemment, je n'ai pas testé sur ChatGPT comme Ken Mary, mais c'est pas grave. Non, ça change, ça fait un parallèle. Oui. N'hésitez pas à nous laisser des questions dans les commentaires pour le prochain Carnicouple. Merci pour ton initiative, très variée. Bah, de rien. Merci à toi d'avoir proposé des articles. Je t'en prie. Voilà. Et puis, merci à tous d'être venus. Si vous en êtes arrivés jusque-là, laissez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.